messieurs, bonsoir et bienvenue sur le réseau synchronisé de l'Office de radio et télévision du Mali pour ce bouquet final de l'émission Mali Kourata Sira, saison 2. Démarrée en effet en décembre dernier, elle a donné la parole à l'ensemble des membres du gouvernement pour des explications sur l'action gouvernementale dans leurs domaines respectifs. Ce soir, place à la journée d'information avec le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, une émission qui sera conduite autour de triptyque des 3D, à savoir défense, diplomatie et développement, les 3D des orientations données par le président de la transition, chef de l'État. Les 3D auxquels nous ajouterons pour cette émission les réformes qui constituent un axe majeur du programme de travail gouvernemental. Le but étant bien évidemment de mieux vous édifier, chers téléspectateurs, sur les actions, mais aussi sur la vision. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette journée d'information. Nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Merci Avec bien. moi pour vous poser des questions ce soir, Sira Batili, journaliste à l'ORTM, chef de la section enquête et débat à la télévision nationale. Bonsoir Sira. Bonsoir Yaya. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Ousmane Mohamed Touré, directeur de publication du journal Le Point avec G à la fin. Bonsoir Ousmane. Bonsoir confrère. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre, avant de nous engager donc dans cette approche des 3D plus réformes, nous avons souhaité vous poser un certain nombre de questions qui sont à nos yeux d'une actualité vraiment brûlante. La première est relative à votre personne, à votre santé. Beaucoup de choses ont été dites ces derniers temps. Alors, question simple, comment vous portez-vous, Monsieur le Premier ministre? Merci bien. Je voudrais d'abord commencer par saluer l'ensemble des téléspectateurs de l'ORTM et tous les médias et de tous les médias maliens. Répondant à votre question, je voudrais dire clairement que je me porte bien aujourd'hui. Vous savez, la santé d'un homme, c'est très aléatoire, ça dépend des circonstances. Souvent, l'excès de travail. Vous savez, dans ma vie, moi, je n'ai pas compté avec ma santé. Souvent, quand il y a du travail, il n'y a rien d'autre. Ni le repos, ni la nourriture. L'organisme paye à l'âge avancé. C'est pourquoi je demande aux uns et aux autres, il ne faut jamais sacrifier votre heure de sommeil. Et donc la première fois, c'était effectivement ça. Mais la deuxième fois, ce n'est pas relatif à la première maladie. C'était une autre forme de fatigue. J'ai été un peu indiscipliné avec les médecins. Mais aujourd'hui, tout se passe très bien. Et je me porte à merveille. C'est pourquoi je suis très heureux d'être à côté des ministres qui se battent et qui font que l'action du gouvernement réussit. Parce qu'en fait, moi je mets en musique sous l'autorité du président, mais le gros du travail, c'est eux qui le font. On va parler un peu du contexte avant d'évoluer sur les autres questions d'actualité, on va dire. Question de Sira Batili sur le contexte de la transition rectifiée. Les Maliens ne sont pas au même niveau d'information. Le contexte de la transition malienne est particulier, on peut le dire ainsi. D'où nous venons et où est-ce que nous partons, Monsieur le Premier ministre? Cette question vient à point nommé parce que vous savez, dans le brouhaha politique actuel et de l'opinion publique, souvent on oublie de se poser ces bonnes questions. Parce qu'un homme, c'est toujours important de savoir d'où vous venez, où est-ce que vous êtes, et où est-ce que vous voulez aller. Si on ne se pose pas ces trois questions, généralement, on est à la merci de ceux qui veulent vous amener là où ils veulent. Il faut croire à un idéal. Et je suis convaincu encore qu'au Mali, ma chance personnellement, et je pense pour tous les Maliens, c'est le fait que deux personnes se sont croisées le 7 juin 2021. Je fais ce développement pour que vous compreniez. Vous savez, le 7 janvier 2022, à 2 jours, à 1 jour pratiquement de l'embargo, dont l'objectif c'était de faire tomber le régime, j'avais présenté les VO du gouvernement au président de la République. Et là-bas, j'ai fait une digression. Je vous lis quelques parties pour que vous compreniez, avant de répondre à votre question. Je disais le 7 janvier 2022, Monsieur le Président de la Transition, à ce stade, permettez-moi une digression. En effet,
pendant 40 ans de ma vie politique active intense, j'ai toujours cherché, obstinément, j'ai prié Dieu le Tout-Puissant tous les jours, parfois même dans les rêves, d'une rencontre avec un ou des patriotes avec qui nous pourrons cheminer ensemble un moment pour réaliser de grandes choses pour le Mali, mon pays qui nous a tout donné. Fils de paysan, pendant près d'une décennie, marchant à pied tous les jours, plus de 20 km aller-retour pour pouvoir fréquenter assidûment l'école de la République, parfois sans avoir de quoi se nourrir quand les cantines scolaires étaient aprisionnées. Ce rêve de plus de 40 ans, Monsieur le Président, s'est réalisé en partie le 7 juin 2021, lorsque vous m'avez gratifié de votre confiance en me nommant Premier ministre chef du gouvernement. Ce jour-là, Monsieur le Président, en sortant de votre bureau, je sentais tout le poids de la charge que vous venez de poser sur mes épaules. Ce jour-là, Monsieur le Président, je voyais défiler sous mes yeux, comme dans un film, les images de ces milliers de fils de paysans et d'éleveurs, de pêcheurs, de petits commerçants, qui ne pouvaient plus aller à l'école, comme il y a de cela 60 ans, ne peuvent plus aller cultiver leurs champs, ne peuvent plus aller paître leurs animaux, ne peuvent plus aller à la pêche, ne peuvent plus aller dans les foires pour échanger leurs produits. Ce jour-là, Monsieur le Président, je voyais défiler comme dans un film de cauchemar, sous mes yeux, les images des vaillants soldats de notre armée, certains dans la fleur de l'âge, tombés trop tôt sur le champ de l'honneur, parfois enterrés dans des fosses communes, sans sépulture digne de leur sacrifice. Je pensais avec douleur et une compassion infinie à leurs enfants devenus trop tôt orphelins, leurs épouses devenues trop tôt veuves, éplorées et inconsolables, à leurs parents et amis trop tôt endeuillés et dans la douleur. Je voyais bien entendu les images de ces milliers de Maliennes et de Maliens de l'intérieur de la diaspora qui ont battu le pavé des mois durant, bravant le soleil, la pluie, les agressions physiques et pour certains aller jusqu'au sacrifice ultime en donnant leur vie pour que naisse un nouveau Mali, le Mali Koura. Je pensais aussi et surtout à la place du Mali dans le concert des nations africaines, jadis respecté et craint, devenu depuis quelques années le grand malade de l'Afrique de l'Ouest. Ce jour-là, Monsieur le Président, je me suis engagé en faisant le serment pour moi-même et en me disant et en priant le grand, le Tout-Puissant, Dieu, de ne pas vous décevoir, de mériter chaque jour votre confiance, de ne pas décevoir les Maliens qui par millions ont fondé leur espoir sur l'entente du couple, j'allais dire le duo président et premier ministre de la transition, pour faire aboutir leurs aspirations de redressement du pays. Monsieur le Président, l'équipe gouvernementale que j'ai formée sous votre autorité s'est depuis engagée dans une véritable course contre la montre pour faire face aux multiples et variables défis et difficultés qui assaillent notre peuple meurtri depuis des années, des souffrances et d'humiliations de toute nature. Notre transition est venue de très loin, même si souvent on la situe au 24 mai 2021 et au 7 juin 2021. Mais en réalité, c'est une transition qui résulte d'une volonté des Maliens. Certains l'ont manifesté ouvertement, d'autres par scrupule ne se sont pas manifestés, d'autres pour les problèmes d'âge n'ont pas voulu être dans des manifestations. Mais c'est les Maliens d'une façon générale qui se sont organisés des années durant. Ce n'est pas la peine de parler des écrits. Juste avant le déclenchement des mouvements, beaucoup se rappellent de cet article, l'heure du refus d'obéissance a sonné. C'était le 30 mai
2020. En 2020, nous avions un pays qui était occupé à 80% par les terroristes. Nous avions 50 000 forces étrangères sur nos territoires qui étaient censées venir combattre le terrorisme qui était au départ confiné au nord du Mali, mais qui s'étendit sur l'ensemble du territoire. Nous avions la majorité des Maliens qui avaient perdu confiance en soi. Et la confiance, c'est la force principale des hommes, parce qu'ils ne savaient pas de quoi l'avenir serait fait. Et il y avait d'autres qui nous avaient prédit un avenir incertain, c'est-à-dire que dans 10, 15, 20 ans, les Maliens allaient constater le réveil brutal avec un pays désintégré où certains pays maliens vont s'accrocher au train d'atterrissage des avions comme dans d'autres pays et quitter le Mali. C'est tout cela qui a fait que la gestion du pays, la façon dont la justice est exercée, les élections, les Maliens avaient le sentiment que les élections étaient devenues une formalité, juste une course d'estafette. Une équipe vient, il passe la main à l'autre. Mais le fond ne changeait pas. C'est l'ensemble de ces facteurs agrégés qui ont fait qu'il y a une prise de conscience au niveau national qui a abouti à un mouvement général. Ce mouvement, certains l'ont conduit, ils l'ont appelé le M5 RFP, mais en réalité, c'est une volonté des Maliens. Cette volonté qui s'est manifestée a eu un début de réponse le 18 août 2020. Donc, de façon visible, les Maliens ont commencé à être dans la rue à partir du 5 juin 2020. Le 18 août, les forces armées de sécurité, regroupées au sein du CNSP, ont mis un point d'arrêt à tout ce processus de dérive. Et on est parti donc pour la transition. Nous avons fait 9 mois, les Maliens n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et il y a eu la rectification de la trajectoire de la transition et l'investiture du président de la transition par la Cour suprême au nom du peuple malien le 7 juin 2021. Et le même jour, il a nommé un premier chef du gouvernement. Et lorsque l'équipe s'est installée, il y a une doctrine qui est à la base. Vous savez, un grand penseur dit que la pratique sans la théorie est aveugle et la théorie sans la pratique, ça ne va nulle part. Il a fallu combiner la vision politique du peuple malien et c'est ce qui a été tenté depuis le 7 juin 2021. Le président l'a dit d'ailleurs récemment, quelques jours après, on l'aurait appelé de l'extérieur pour lui proposer la désignation d'un président, d'un premier ministre, d'un président de l'Assemblée nationale. Celui du Niger, vous l'avez entendu, quand il y avait la crise, quand un pays européen voulait intervenir chez eux, il y a un autre qui l'a appelé pour lui dire non, 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 le Niger, ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. Bon, c'est cette situation-là que nous avons décidé de briser une bonne fois pour toutes. Il fallait que ça commence par un pays, ça a commencé par le Mali. Là où on veut aller, ces différents points dont je vous ai parlé, ces différentes questions qui intriguaient les Maliens, l'espoir que les Maliens avaient perdu. Il fallait d'abord restaurer l'espoir, restaurer la confiance. J'ai toujours dit qu'un peuple, un homme, quand il a confiance en lui, rien ne lui est impossible. Il fallait d'abord que les Maliens aient confiance en eux-mêmes. En quoi faisant? En édictant les principaux problèmes à résoudre. Le premier, vous vous rappelez très bien, tout le monde parlait de la sécurité. Deuxièmement, tout le monde parlait de la lutte contre la corruption et l'impunité. La nécessité de faire de grandes réformes dans le pays, sur lesquelles nous reviendrons. Ensuite, il y avait la nécessité de créer une ambiance propre à sécuriser nos militaires qui se battaient. Donc, la conclusion d'un pacte social de solidarité et de développement. Donc, voici les principales préoccupations des Maliens. Où est-ce qu'on va maintenant? Pour répondre à votre question, nous partons vers des lendemains meilleurs. Le 4 juin 2021,
Vous vous rappelez, j'avais dit aux Maliens, dans un meeting tenu à la place de l'indépendance, qu'il faut que les Maliens, les amis du Mali, acceptent que nous regardons vers de nouveaux horizons. Mais que quand nous allons entamer cette voie, que les Maliens se disent que c'est une voie qui va être très difficile. Nous allons rencontrer des puissants vents contraires. Nous allons rencontrer des cercles de feu dans lesquels il faut prendre le courage de se tenir la main dans la main et foncer. Certains vont tomber. Il faut les tenir pour qu'on aille vers de nouveaux rivages. Et le président de la transition, dès le début, il a fixé le cap. C'est l'architecte. C'est lui qui fixe quel type de maison vous voulez. Il nomme un Premier ministre, en tout cas la conscience qu'il a du rôle du Premier ministre, c'est de faire l'ingénieur en chef. Organiser tout avec ses ministres qui sont vraiment ses chefs de chantier, qui suivent tout petit à petit. Chacun brique par brique, et puis les ouvriers, ça c'est les travailleurs, pour qu'à la fin on puisse présenter ce texte-là au peuple. Voilà là où nous voulons aller. Le désespoir est fini maintenant. Les Maliens ont confiance en eux-mêmes. Impossible n'est plus malien. Impossible n'est plus malien. Donc on va continuer avec ces questions d'actualité. Une question de Mohamed Ousmane. Oui, Monsieur le Premier ministre. Beaucoup de supputations, de rumeurs, et parfois même des déclarations, des réformes énoncées ou même annoncées, des affaires en justice et concernant l'électricité. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, in situ, sur place, qu'est-ce qui est possible pour ne pas amortir la résilience des Maliens? 2, l'électricité est-elle redevenue un luxe pour les Maliens? La crise énergétique fait partie des grands problèmes que les Mali avaient. La première fois où les ministres devaient aller à la télévision, voici ce que je leur ai dit, devant tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président. J'ai dit, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose, il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique, c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. J'ai dit au ministre, je l'ai dit au président. La deuxième fois aussi, quand le ministre devait aller, c'est la même chose. Cette question d'électricité, dès le début, chaque semaine, moi, j'en parlais avec le président. Jusqu'à la veille de mon départ sur le Niger. Le président m'a dit qu'en plus ou après les questions de sécurité, c'est une question qui le préoccupe. Faisons confiance au président. Il a démontré plus d'une fois, en restituant au Mali, avec tous les militaires, les chefs militaires, le ministre de la Défense, les hommes sur le terrain, son honneur et sa dignité. Et c'est pourquoi depuis ce jour, malgré les souffrances des Maliens auxquels on est sensible, je continue à espérer. Et je suis persuadé que dans un avenir qui ne sera pas lointain, le président va relever ce défi aussi. Donc la réponse est la même, faisons confiance au président. Le président, faisons-lui confiance. Et je suis sûr que ça ne va pas durer. J'aimerais savoir tout de même, est-ce qu'il y a des mesures urgentes qui sont prises déjà au niveau du gouvernement? Vous savez, les mesures, si je rentre là-dedans, le premier, quand je partais au Niger après notre entretien, on a eu 200 camions qui ont quitté là-bas. Et récemment, le ministre de l'Énergie a été au Niger. Plus d'autres actions. Vous savez, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ce que le président est en train de faire. Moi, je fais entièrement confiance que ce défi, le président va le relever, comme on a relevé celui de Kidal. Dans quelques temps, on ne parlera plus de cette affaire d'énergie au Mali. C'est ça notre espoir. Et je crois à ça. Nous l'espérons bien. Alors, parlons du dialogue intermalien qui est d'actualité aussi. Les Maliens ont décidé de laver le linge sale en famille. Il est perçu comme une chance de se retrouver, de se projeter. Est-ce qu'il peut panser toutes les plaies et permettre d'aller à l'essentiel pour les Maliens? Vous savez, quand on a pris Kidal, la question suivante, qu'est-ce qu'on fait? Au moment où la maison brûlait, où les Maliens avaient perdu confiance, c'est comme quand une maison prend du feu. Tous les enfants sont là,
Mais s'ils se mettent à demander, mais qui a mis le feu? Et la maison va finir de se consumer. Nous avons décidé, sous la très haute conduite, ce n'est pas flatteur, c'est vraiment une conduite ultra stratégique et historique du président de la transition, des chefs militaires, de prendre d'abord Kidal, d'aller à l'affrontement direct et gagner contre les ennemis du Mali. Mais lorsqu'on a gagné, il faut apprendre à être réaliste. La paix, là, on ne construit pas avec une minorité de Maliens. La paix, c'est tous les Maliens. La guerre peut être gagnée par un millier d'hommes déterminés. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans les armées, vous voyez toujours, ils font des corps d'élite, des commandos parachutistes, je ne sais pas comment on les appelle ailleurs. Mais en fait, c'est pour des opérations coup de poing spéciales. Mais ça ne peut pas résoudre le problème de l'armée. Donc, lorsque Kidal a été pris, le président a compris que pour rester dans le cours de l'histoire, il faut appeler tous les fils du pays cette fois-ci. Et c'est pour cela que vous allez regarder sur la liste des membres de la commission de dialogue intermalien. Mais il y a les gens de tous les régimes. Parce que l'une des grandes leçons qu'on a tirées aussi, c'est de ne plus faire de l'ostracisme. Le Mali, c'est pour tout le monde. À un moment donné, les gens ne comprennent pas, mais quand ils comprennent, là, ils vont venir. Le dialogue intermalien, je suis convaincu, va nous permettre cette fois-ci de poser nos problèmes entre nous et les régler de façon définitive. Donc je suis très, très, très optimiste. Je termine par vous dire que personnellement, quand j'ai pris fonction, le deuxième acte politique que j'ai posé, c'est de convoquer quelqu'un avec qui on est ensemble depuis 2015. Je lui ai dit maintenant, comme on dit en Bamana, Wati sera. Ces militaires-là, si jamais ils ne réussissent pas, c'est notre dernière chance au Mali. Qu'est-ce qu'on doit faire politiquement pour qu'ils réussissent? Parce qu'ils vont faire la guerre, mais la guerre ne construit pas un pays. La guerre, c'est pour un moment donné. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider pour toujours, pour qu'on ne retourne plus en arrière? Vous savez, le monsieur m'a dit, alors que j'ai fermé ma porte, en parlant avec un ami, il m'a dit, tu sais, je crois que tu es en train de rêver. Je n'ai pas voulu te dire, mais le Mali ne reviendra plus jamais comme avant. Et puis il est parti. Moi, j'ai fini avec lui. Aujourd'hui, je suis convaincu que le chemin que le président de la transition vient de tracer, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le meilleur des chemins. Je suis convaincu que rien ne sera impossible désormais. Tout ce que vous avez comme préoccupation, on a besoin d'une chose, de la confiance que l'armée nous a déjà restituée et de nous serrer le coude. Rien ne nous sera impossible désormais. C'est ça ma conviction. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous propose que nous passions véritablement à ces questions de défense et de sécurité que vous avez un peu évoquées déjà dans ce chapitre questions d'actualité. Et je propose qu'on écoute quand même un certain nombre de déclarations relatives à cette situation que vous avez faite, de déclarations que vous avez faites. On regarde cette vidéo et on revient sur ce plateau pour en parler. Or, tous ceux qui comptent sur l'extérieur uniquement pour résoudre leurs problèmes, ils ne pourront jamais avancer. Dans le cadre de la sécurisation du Nord, il y a eu les événements malheureux de Gao, Bamba, Tombouctou et Bourem. Mais en réalité, tous ceux qui ont parlé, vous avez écouté les messages. Tantôt, c'est le représentant de la CEMA qui fait un message. Tantôt, c'est le GINIM, le GISM. Tantôt, c'est ce qu'ils appellent le CSP. Le tournant de Bair n'a pas été digéré par les groupes terroristes et leurs sponsors étrangers. Ils ont commencé, avec les soutiens locaux, à intoxiquer l'opinion, à paniquer les uns et les autres. Parce que nous sommes un pays où les gens ne sont pas habitués à la guerre. Il faut que les Maliens s'organisent et s'habituent désormais à défendre leur pays. Nous devons comprendre, nous sommes les mêmes
il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des intérêts de la population. Si vraiment notre peuple comprend ça, c'est l'essentiel. Il faut que ces forces armées et de sécurité qui sont au front, qui sont sous le soleil, sous la pluie, qui endurent la faim, la soif, risquent leur vie et certains tombent, il faut que ces forces sentent qu'elles se battent pour une cause juste, qu'elles vivent au même diapason que leur peuple. Parce que pour combattre un mal, il faut le diagnostiquer, il faut connaître ses origines, il faut comprendre ses différentes métamorphoses et prescrire le médicament qu'il faut. Personne ne viendra faire le Mali à notre place. Tous les Maliens qui sont en train de dire « Ah, cherchons la paix », mais on n'a jamais refusé la paix. Même aujourd'hui, on le dit, on tend la main à tous nos parents. Évitons l'amalgame. Protégeons les Touaregs et les Arabes fidèles à la République. Arrêtons la prime à l'impunité. Ces gens qui organisent la guerre, la mort, ils ont des châteaux à Bamako, ils ont des piscines, leurs enfants sont dans les écoles, mais à Kidal, ça fait des années. Menaka, Taoudeni, Gao, des années, les gens n'étudient pas. Ils ont ramené la crise au centre du Mali pour que les Dogons et les persécutent. Ce n'était pas dans la mission de l'administration au départ. Ils ont amené la crise au centre pour que nous oublions le Nord. Il y a des gens qui ont dit allons-y aux élections tout de suite parce que c'est que les élections, les Européens voulaient. Ils voulaient un pouvoir faible élu pour que dans 6 mois il y ait un coup d'État. De coup d'État en coup d'État, on va se retrouver avec un pays désorganisé et il est facile à coloniser. Nous avons dit qu'on va mettre des institutions stables, démocratiquement élues par les Maliens, qui vont chercher de légitimité auprès des Maliens et non dans les hôtels et les officines à l'étranger. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de l'autorisation de quelqu'un pour survoler n'importe quelle partie de notre territoire et aller là-bas. Et frapper si c'est nécessaire. La seule question, c'est de demander au ministre de la Défense quand est-ce qu'on peut aller à Togo. Notre souveraineté, dont nous sommes très fiers aujourd'hui, nous est restituée. Nous devons continuer à la cultiver. La souveraineté, c'est une action de tous les jours. Tous les jours, le Mali doit se renforcer. Tour donc sur ce plateau pour parler de questions de défense et on va commencer par une question de Sira. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, la reconquête du territoire national se poursuit avec succès. Vous avez parlé des prouesses de l'armée, mais des poches d'insécurité demeurent tout de même. On ne peut pas se rendre dans toutes les villes du Mali comme on le souhaite aujourd'hui. Quels sont les efforts de sécurisation faits par l'armée aujourd'hui? À un moment donné, nous avons fait une analyse claire. Après avoir défié le balabala là où il faut, que le Mali est dans une camisole de force. Tout ce que vous entendez comme force internationale, Takuba, G5 Sahel, Barkhane, MINUSMA, c'est un gros filet qu'on a mis sur le Mali. L'objectif, c'est de nous réveiller, je vous dis, dans 20-30 ans, avec le constat que les dirigeants de maintenant ont passé, ils sont tous morts ou malades. La nouvelle génération, ne connaissant pas son histoire, portée sur les biens matériels, va venir et le pays va aller comme il veut. Mais nous avons décidé de détricoter cette chemise-là, point par point, en commençant par Takuba, le dernier venu. Une analyse politique, historique, géopolitique et géostratégique nous a fait comprendre clairement que Takuba, on voulait transformer Menaka en une zone d'entraînement des forces spéciales de l'Union européenne pour l'avenir. Moi, je sais que déjà en 2010, s'est tenue en Côte d'Ivoire une grande réunion stratégique qui posait la question suivante. Est-ce que dans les années 2015, il ne sera pas nécessaire que les forces armées de l'Union européenne soient au Sahel?
je vais venir vite, madame, vite à la question que vous avez posée. Ce jour-là, je vais vous dire, c'est le Mali, l'un des premiers qui a soutenu la nécessité de la présence militaire de l'Union européenne au Mali. 2010. Quand nous avons renvoyé Takuba, Takuba c'est pour diviser, je l'ai dit, les Tamasheks sont là, les Soraïs sont là. Après Takuba, on est monté d'un cran, on est allé à G5 Sahel. Vous connaissez les circonstances dans lesquelles Assara, il est mort de sa belle mort. Troisièmement, nous sommes remontés à Barkhane. Les populations de Gao se sont joints au déshydratat des forces armées de sécurité. Nous avons fait partir Barkhane. Il n'y a même pas eu de passation de service à Gao. C'est à la frontière qu'ils ont téléphoné pour dire qu'ils ont quitté. Parce que la population de Gao s'est levée pour dire qu'elle n'en veut plus. Et après, il fallait attaquer maintenant le papa de tout le monde. C'était la MINUSMA. Dans une armée, il y a deux grandes actions. Il y a l'action militaire proprement dite. Mais il y a une autre action très forte, celle de la parole. Vous savez, souvent on dit la parole, c'est l'instrument le plus puissant que l'homme a eu dans la vie, pour faire du mal ou du bien. Moi, j'ai fait beaucoup les pays européens. J'ai étudié la guerre, comment ça s'est passé dans les... Vous savez souvent ce qu'on appelle les commissaires politiques dans les armées. Beaucoup sont devenus chefs d'État après. Parce que des rôles déterminants souvent. Dans notre culture, ça existe. Les griots, là, quand ils encensent les soldats avant d'aller à la guerre. Ailleurs, on les drogue pour les envoyer. Mais nous, on réveille la conscience des gens. Tous les discours sont orientés vers la connaissance de l'histoire qu'on nous avait cachée. La deuxième chose, c'est de galvaniser les militaires. Moi, je suis sûr que dans les camps militaires, les soirs, les gens écoutent ces discours-là. Je les appelais les monebo dem. Parce que où est monebo malien là, quand nous avons tous perdu confiance en nous-mêmes, c'est les militaires qui sont venus les restaurer. Quand je dis souvent que l'armée est la colonne vertébrale de la nation, ce n'est pas pour les flatter. En réalité, c'est pour les galvaniser. Je dis souvent aux femmes, en défendant les femmes, que les hommes lâches seulement n'ont pas peur des femmes. Quand on a dit à certains qui ont peur des femmes, il y en a qui disent c'est moi. On les a mis à côté. Qui n'ont pas peur des femmes? D'autres disent c'est eux, on les a mis à côté. Mais le chef a dit qu'il va prendre ceux qui ont peur des femmes pour aller à la bataille, parce que c'est eux les vrais hommes. Parce que eux, ils ont honte de revenir perdants. Chez nous, on dit Saya Kafsani Maloye. Tout ce qu'on a dans la vie, ça vient d'une femme. Le respect de la femme doit être sacré. C'est la même chose pour les militaires. Moi, mon objectif depuis 2 ans, c'est de casser ce mur qu'on a mis. On nous a éduqués pendant des années au non-respect de l'uniforme. Dès que tu as un petit diplôme, oh, les militaires, certains ont confondu les conflits avec les chefs militaires qui étaient au pouvoir à un certain moment donné de l'histoire, avec la phobie des militaires. Or, dans l'histoire de l'humanité, toutes les grandes nations, vous aurez remarqué qu'à des tournants décisifs, ce sont des militaires qui sont venus au secours du pays. Lorsque le pays a été redressé, on est revenu à la normale. Les États-Unis, on en connaît. Le général George Washington, Eisenhower. En France, les 2 hommes les plus célèbres dans leur histoire, c'est De Gaulle et Napoléon. Personne ne les a jamais élus. Je peux continuer. Mais chez nous, on a dénigré les gens pour dire, oui, c'est les militaires, ils sont là pour rien. Il y en a même qui refusent de faire des photos avec nos chefs d'État au motif que c'est des militaires. Les mêmes vont ailleurs faire des selfies avec d'autres militaires parce qu'on leur a dit seulement que celui-là est bien. Et donc, le discours, c'était de galvaniser nos militaires pour qu'ils se battent. Donc, c'est sur leur détermination que vous comptez pour gagner. Sur la détermination de nos militaires. Et ils n'ont pas déçu les Maliens et l'histoire. C'est pour cela que maintenant, je dis qu'on a une obligation. Les militaires ont rempli leur mission.
Pour réussir la paix, c'est tous les Maliens cette fois-ci. Et c'est ce que le président a fait avec le comité intermalien qui vient d'installer. Moi, je suis très optimiste. Alors, Monsieur le Premier ministre, il y a eu donc la reconquête de Kidal que le président de la transition a considéré quand même comme une mission accomplie. Hein. Mais une chose est de reconquérir, vous le savez, une autre chose est de rester, de stabiliser, de développer, d'aller au-delà. Qu'est-ce qui est envisagé dans ce cadre, justement? Ce qui est envisagé, d'abord, on a nommé un gouverneur qui est un homme au-dessus de tout soupçon. Vous savez, moi, j'ai suivi tous les chefs militaires au Mali. Tous les hommes politiques de premier plan. J'ai une fiche sur chacun. Chacun. Beaucoup croient qu'on ne les connaît pas. Je connais tout le monde. Vous avez un chef militaire avec lequel j'avais des relations en pointillé depuis des années. C'est le seul ou l'un des rares qui a été menacé. On a voulu le corrompre, menacé de disparition. Il est resté stoïque. On vient de le nommer gouverneur de la région de Kidal. Quand on l'a nommé, je l'ai appelé à la primature. Il a dit, à partir de maintenant, vous n'êtes plus le gouverneur des Imgad. Vous êtes le gouverneur des Idnan, des Ifogas, des Sonrai, des Bella, des Peul, de tout le monde. J'ai dit au général Gamou, ça, c'est un pari. Il faut ramener Kidal dans le giron du Mali. Il faut que tous les projets, ces populations de Kidal qu'on a fait souffrir des décennies, on a sorti des milliards, créé des routes, des millions d'entretiens, il n'y a aucune route, des milliers de forages, il n'y a aucun forage. Il faut faire le point. Est-ce que vous savez qu'on a trouvé là-bas des ONG dont le rôle, ce n'est pas d'aider les populations de Kidal, c'est de ramasser l'argent amené à Kidal et dans le ruissellement, transférer ça au mouvement terroriste. Et ces ONG avaient vocation de travailler pour Ségou, Koulikoro, Mopti, Tombouctou, à Bana. Kidal ne fait pas partie de leur plan d'action. Mais ils sont là-bas. Il y a plusieurs. Et un chef d'ONG qui refuse, on t'élimine. Donc tout le monde se met à carreau. Vous donnez l'argent et par ça, on finance le terrorisme. Et nous, on est assis ici. Il y a des pays qui viennent nous dire, voyez, on va vous faire des dons. Voyez, si vous ne prenez pas l'argent, en fin d'année, l'argent va partir. Nous, on a refusé 60 millions d'euros cette année. On a voulu nous les donner. J'ai dit, mais ça sert à quoi? Parce que maintenant, c'est très simple. Quand quelqu'un nous donne de l'argent, il faut que le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances regardent et que le président et nous-mêmes, on voit les conséquences stratégiques et politiques. Sur les 60 millions d'euros, on a décortiqué. Il y a 10 millions, c'est des gens qui vont donner des enveloppes à des gens qu'on recrute au Mali. Mais on nous dit, si vous ne prenez pas l'argent, en fin d'année, le budget va disparaître. On dit, il faut le brûler. Nous, on n'en a pas besoin. On a refusé de prendre cet argent et les Maliens n'en sont pas morts. Il y a plein comme ça. C'est à ça que Gamou doit mettre fin et tous les Maliens doivent le soutenir. Il ne doit plus y avoir désormais deux types de Maliens. Noir, blanc, peul, sonrail, jaune, je ne sais pas. Il n'y a que des Maliens. Donc, Monsieur le Premier ministre, on va stabiliser ces zones, on va les développer en comptant sur nos propres forces. Absolument. D'accord. Une autre question de France. Le Mali a opté pour un partenariat stratégique avec la Russie aujourd'hui. Géopolitique et géostratégie obligent. Comment vous évaluez cette coopération militaire avec la Russie? Vous savez, la coopération avec tous nos partenaires est au beau fixe. Il y a la fixation sur la Russie parce que nos partenaires français veulent diaboliser ces relations. Les drones avec lesquels aujourd'hui on empêche les terroristes de dormir, c'est des drones turcs, on n'en parle pas beaucoup. Les blindés chinois, il y en a beaucoup chez nous. Nos relations avec l'Iran, notre ministre de la Défense, ça fait beaucoup de voyages. Mais le cas de la Russie, ça participe d'une certaine politique. On veut nous entraîner dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Nous, nous ne rentrons dans la guerre de personne. On fait notre guerre pour libérer le Nord. Et la Russie est d'un poids extrêmement important. Vous savez qu'au niveau des Nations Unies,
la dernière fois, même les Africains nous ont lâchés. C'est le président Poutine en personne qui a donné des instructions fermes pour poser son veto. Et on est sorti grandi de cette affaire. Un partenaire comme ça, que quelqu'un se lève, il est jaloux de lui, mais ça c'est son affaire à lui. Nous, on cherche à régler nos problèmes. Nous savons aussi que la Russie, c'est un État. Tous les États ont des intérêts. Ils ont un intérêt qu'ils visent. Il faut qu'on arrive à harmoniser nos intérêts en fonction des dispositions qui sont constitutionnalisées aujourd'hui dans l'article 34 de notre Constitution. Toute action publique est guidée par la reconnaissance de la souveraineté du Mali, la liberté de ses partenaires stratégiques et la défense obstinée de ses intérêts. Donc, la coopération avec la Russie, elle se porte au beau fixe. Et je crois que nous ferons de toutes nos forces pour que cette coopération s'intensifie et qu'on libère totalement le Mali. Et que tous les Maliens se sentent chez eux. Et que nous, on occupe notre pays. Le Nord, là, c'est l'avenir du Mali. J'ai expliqué à beaucoup que dans 50, 70 ans, en tout cas moi je ne serai pas là, je ne sais pas si certains seront là, nous aurons la question de ce qu'on appelle l'espace vital. Au 18e, 19e siècle, les États font la guerre pour avoir l'espace vital. Les Maliens seront peut-être 50, 100 millions. C'est le Nord qui aura l'espace vital. Les richesses, c'est au Nord. Ceux qui sont là, les balabala avec sa camisole de force là, pendant 10 ans, on a exploité de l'or là-bas. Il n'y a pas de puits, il n'y a pas de route. Où va cet or-là? Aujourd'hui, on va l'exploiter pour les populations du Nord. Je vous propose qu'on termine sur ce chapitre défense. En tout cas, notre armée opère aujourd'hui en toute autonomie. Donc, quels sont, selon vous, les défis auxquels elle va devoir faire face dans les prochains jours et comment est-ce que vous comptez l'aider en cela? Les défis de notre armée, c'est d'abord maintenir le cap, la susciter l'espoir, la restituer aux Maliens leur confiance. Il faut qu'on continue à dire qu'impossible n'est pas malien. Donc que les Maliens continuent à serrer la ceinture, donner tout à notre armée. Mais, je l'ai dit à beaucoup, le patriotisme, le nationalisme, c'est bien le travailler, mais il faut penser à l'économie. Notre ministre des Finances, quand l'embargo a été pris, moi je suis dans un mouvement, le M5RFE, où il y a des grands économistes qui ont dit à tout le monde que c'est pour une histoire de 2 semaines. Mais personne n'aurait pensé qu'on peut augmenter de 300 milliards les revenus des fonctionnaires du Mali, sans qu'on ait aucune aide extérieure. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la gestion rationnelle des ressources de l'État. C'est aussi les sacrifices que le gouvernement a fait. Je disais aux journalistes souvent que beaucoup ne savent pas, par exemple, que quand on a augmenté ces 300 et quelques milliards, mais les ministres n'ont pas été augmentés. Les ministres ont un indice supérieur, mais le président a dit non, les Maliens sont en train de serrer leur ceinture, serrez-vous aussi votre ceinture. Aucun ministre n'a eu d'augmentation jusqu'à aujourd'hui. Les missions des ministres, on les barre. Quand c'est l'intérieur, il n'y a pas de problème. L'extérieur, le président regarde suivant des orientations stratégiques, le ministre des Affaires, les services de renseignement, on dit au ministre, monsieur le ministre, pour telle ou telle raison, il faut laisser ça. On a divisé par 2 ou 3 les missions des ministres à l'extérieur. Tout ça, c'est pour diminuer le train de vie de l'État. Le résultat, c'est quoi? On a fait face à nos obligations sociales, on a construit des hôpitaux, on a acheté des ambulances. Vous voyez tous les jours les services de la présidence, ce qu'ils font au Mali. Cet argent-là, ce n'est pas venu d'ailleurs, hein. C'est l'argent économisé du Mali. Monsieur le Premier ministre, on viendra à ces questions de développement, mais je vous propose qu'on passe au deuxième volet de cette émission, c'est le volet diplomatie. On va donc regarder une autre vidéo qui retrace certaines de vos activités et déclarations en la matière et on va revenir ici pour vous poser des questions. De retour de Gao, le voilà déjà en visite de travail à la tête d'une importante délégation ministérielle à Ouagadougou, au Burkina Faso. Première visite officielle du Premier ministre malien au Burkina Faso. À la tête d'une forte délégation, Choguel Kokala Maïga
vient apporter son soutien et traduit la solidarité du peuple malien aux autorités de la transition et aux Burkinabés dans leur ensemble dans la lutte contre l'insécurité. Pendant que nous préparions cette visite, il y a eu un grand drame ici, dont vous vous souvenez il y a quelques jours. Et le point numéro 1 de notre visite aujourd'hui, c'est de présenter les condoléances du président de la transition, les condoléances de l'ensemble du peuple malien à ses frères et amis burkinabés. Ce qui vous arrive aujourd'hui, il faut tenir bon. C'est pour vous démoraliser. C'est pour que vous doutiez de votre armée. Personne ne viendra défendre à la place de votre armée. Vous avez fait aujourd'hui des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Donc on vous met la pression, on sème le doute. Et c'est en ce moment que je crois, comme tous les grands peuples, le peuple burkinabé doit être debout comme un. Des messages de soutien et de réconfort, mais aussi des mots d'espoir avec la nouvelle dynamique de coopération entre les deux pays. Des pays géographiquement éprouvés par la même crise sécuritaire. Nous sommes sûrs que le terrorisme sera vaincu au Sahel. Il sera vaincu parce que la guerre des Sahéliens est une guerre juste. Elle ne peut pas ne pas réussir. Nous perdons des étapes, des opérations, mais nous allons gagner la guerre. Et pour gagner la guerre, c'est avec nos armées. Aucune armée étrangère. Il faut que cela soit clair. Personne ne viendra mourir pour nous. C'est les Africains qui doivent défendre. Mais pour qu'ils défendent, il faut qu'ils soient sûrs que leur peuple est avec eux, qu'ils ne mourront jamais pour rien, que les soldats qui tombent, leurs enfants, leurs familles, le peuple ne va jamais les oublier. Parce que c'est pour la liberté de tous. Dès qu'il y a le terrorisme dans un pays, l'autre n'est pas en paix. C'est pour cela que ce qui vous arrive, nous sommes obligés de compatir parce qu'on a vécu la même situation. Et vous dire la petite expérience que nous avons. Et je suis très heureux que, sur orientation de nos chefs d'État, nos équipes gouvernementales, Assemblée nationale transitoire, nous travaillons, nous tirons tous dans le même sens. Et c'est cet exemple que nous sommes venus concrétiser avec une délégation de près de 50 personnes. Pour de meilleures collaborations à tous les niveaux, de nouvelles orientations de coopération sont déjà en marche. En témoigne par ailleurs la présence du Premier ministre malien à Ouagadougou pour la 28e édition du FESPACO. Sans répit, il s'envole à Doha, au Qatar, pour représenter le président de la transition au 5e forum des pays les moins avancés. Le Premier ministre est l'invité de Al Jazeera, section anglaise et arabe, pour porter la voix du Mali. Vous savez, beaucoup oublient d'où vient ce pouvoir de transition. Chaque pays a des raisons objectives qui président à sa transition. Au Mali, nous étions confrontés à l'insécurité dans le Sahel et dans tous les pays du Sahel. Et cette insécurité était devenue tellement criarde que notre population ne vivait plus. Donc il y a eu un soulèvement populaire pour décrier ce qui était en train de se faire, mais qui était apprécié par ailleurs. Et nous avons un groupe d'officiers qui ont fait près de la moitié de leur vie sur le théâtre des opérations, dont l'actuel président de la transition, le ministre de la Défense et leurs camarades, le président du Conseil national de transition, qui ont regardé ce que le peuple demande. Le Premier ministre se rend à Mopti pour le lancement de la stratégie de stabilisation des régions du centre. Dans ses interventions, il a tenu à rappeler que le Mali n'est contre aucun pays et de rappeler que le Mali est ami de tout État qui accepterait les 3 principes édictés par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques des partenaires et la prise en charge des intérêts vitaux du peuple. Le Mali, donc, dans la sous-région et dans le monde, nous sommes dans le chapitre diplomatie et la première question, c'est à vous, Mohamed Ousmane. Monsieur le Premier ministre, la diplomatie, c'est pratiquement le socle, c'est la langue de bois. Vous avez reçu quelque chose d'extraordinaire parce que vous rapportez ce que le peuple malien sent et ressent. Et ça a beaucoup réussi. Les gens ont eu, même les gens qui ont eu des contentieux historiques avec vous, reconnaissent que
ça a marché. Il n'y a pas de langue de bois. Dans la civilité, c'est une très bonne chose. Maintenant, la CEDEAO. Moi, je considère la CEDEAO comme une thé morte. T-A-I-E, une thé morte. Et comme vous devrez l'apprécier, la CEDEAO est manipulée par des manipulateurs manipulés. Et ceci étant, aujourd'hui, nous sommes dans une perspective. Nous quittons définitivement la CEDEAO. Maintenant, la question que se posent certains Maliens, qui sont dans l'angoisse, que deviennent ou que deviendront les passeports et les cartes biométriques de la CEDEAO? Vous savez, au Mali, quand on regarde, depuis le 7 juin 2021, mais qu'est-ce qui a changé? Mais c'est le même pays, c'est les mêmes personnes, les mêmes citoyens, les mêmes militaires. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. Nous avons eu un chef d'État, chef de la diplomatie malienne, appuyé par ses équipes qui l'écoutent très bien, il analyse et a changé de paradigme. Vous savez, un jour, comme je voyais des Maliens attaquer Diop dans la presse, notre ministre des Affaires étrangères, je l'ai chahuté, j'ai dit, mais Diop, on t'attaque, il paraît que c'est toi qui as signé l'accord d'Alger, et tu es là encore. Il me dit, monsieur le Premier ministre, vous savez, avant, souvent on hésitait. Aujourd'hui, j'ai des chefs qui ne me laissent jamais en plein vol. Et ça le requinque. Vous ne savez pas comment un ministre est heureux quand il sait qu'il est soutenu par derrière. Notre diplomatie a changé totalement grâce à la nouvelle vision imprimée par le président de la transition. La CEDEAO, vous le savez, elle est née au Mali. Mais nous avons analysé exactement les comportements de la CEDEAO. Jusqu'au jour où, Brifini Boaka, on a levé le boubou. Il y a quelqu'un qui a dit, ah oui, je vais demander à la CEDEAO de prendre telle sanction. Donc finalement, on a compris que même les réunions de la CEDEAO, même les sanctions, c'est notre pays qui les dictait. Et récemment, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, beaucoup ne comprennent pas. Le jour où on a décidé de quitter, nous avions des éléments clairs qu'il y a des pays qui ont comploté sous le couvert de la CEDEAO, des pays extra-européens, extra-africains, voulaient attaquer le Niger, vers le 25 ou le 26. Et nous avons décidé, sous l'impulsion de nos chefs d'État, après mûre réflexion, que nous quittons. Non seulement nous quittons, mais nous avons mis en garde. Je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes un peuple de guerriers. Nous avons pris Kidal, personne ne pensait à ça. Vous savez, quand il y a eu les morts du bateau de Tombouctou, il y a eu une réunion de la CEDEAO, ils n'en ont même pas parlé. Au Conseil de sécurité, il n'y a même pas eu la possibilité de prendre une résolution pour présenter les condoléances au Mali. Il y en a qui ont dit non, ceux qui sont morts là, c'est des Maliens, ils ne comptent pas. Mais à partir de ce moment, nous avons tiré les conséquences. Si une organisation, vous rentrez là-dedans pour que ça serve les intérêts de votre peuple, mais pas pour que ça serve les intérêts d'autres pays. Et nous avons été très clairs. Hein. Nous avons fait d'abord une alliance militaire pour dire que celui qui va toucher à la tête un cheveu du Niger, nous allons lui raser la tête. Justement, à propos, nous avons assisté à la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elle a déjà son architecture institutionnelle, elle est en attente de ces instances au prochain sommet des chefs d'État. Que pouvons-nous espérer de l'AES? Est-ce que l'AES a les moyens de sa politique? En tout cas, au Mali, la direction politique du Mali est entièrement convaincue que dans quelques années, on dira autre chose. Vous savez, récemment, j'ai regardé, parce qu'on s'informe beaucoup, hein, l'or seulement qu'on exploite du Mali. J'ai vu un pays dont je vais taire le nom, qui a présenté à la bourse d'un pays de l'OCDE la quantité d'or qu'ils importent du Mali. Imaginez-vous, à une bourse internationale des pays de l'OCDE, la quantité d'or importée du Mali, le montant, ils l'ont donné, et on a calculé le montant qui est déclaré avoir été exporté chez eux à partir des services ici. On a fait la différence. Imaginez-vous que la différence seulement,
c'est plus que le budget national du Mali en termes de recettes intérieures. La différence seulement entre les deux. Moi, je suis convaincu qu'avec la façon de gérer le pays imprimée par le président de la transition, si nous continuons dans cette voie et qu'on ne vienne pas nous troubler, parce que vous savez, le soutien de la transition, là, il y en a beaucoup. Hein. Même hier, je disais au président en discutant, parce qu'après les dossiers du Conseil, on échange sur la situation politique. J'ai dit, président, dans un pays, tout citoyen doit avoir peur ou avoir honte. Celui qui n'a ni peur ni honte, ce n'est plus un citoyen. Il y a des gens qui ont pris du poids de la bête, qui vont vouloir reprendre la corruption. Il faut frapper fort, comme le font les Chinois. Quand le régime est tombé, certains avaient peur, mais aujourd'hui les gens ne reculent devant rien. Et regardez tous les efforts que l'État malien a fait pour que les concours et les examens soient clean. Mais dès que ça s'est calmé, il y a des gens qui se sont donnés à cœur joie cette année. Vous connaissez la suite. C'est pour dire que l'AES, là, je suis convaincu qu'avec une bonne gestion, dans quelques années, nous n'aurons rien à envier aux autres. Au contraire, c'est les autres qui vont dire qu'on a donné les bonnes règles. Que pouvons-nous espérer de l'AES? La réussite et le bien-être de nos populations et leur sécurité. Mais la question que beaucoup se posent déjà, c'est là aussi, où est-ce que nous voulons aller? On parle de confédération, certains parlent de monnaie commune. Où est-ce qu'on va concrètement, monsieur le Président? Vous savez, la confédération, c'est une étape, parce que nous voulons tout faire avec prudence. Vous savez, au lendemain des indépendances, la plupart des peuples voulaient se mettre ensemble. Je ne vous rappelle pas les différentes unions qu'il y a eu dans lesquelles les Mali étaient. Ça s'est disloqué. Pourquoi? Souvent parce que les dirigeants, au retour dans leur pays, soit certains on les a corrompus, soit certains on les a menacés, soit il y a eu juste des ralliements politiques. Cette fois-ci, nous avons décidé d'aller pas à pas. Aucune précipitation. Parce que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Vous savez, lorsque la première fois nous avons parlé d'alliance entre nos deux pays, entre mon frère du Burkina et moi, je lui ai dit qu'avant qu'on avance, il faut qu'on s'interroge. Pourquoi la première alliance, Haute-Volta, Mali, Sénégal, pourquoi ça a échoué? Point d'interrogation. Cherchons les réponses. Parce que les peuples voulaient depuis longtemps. C'est les mêmes peuples à la frontière du Mali-Burkina. C'est les Djoula. Frontière Mali-Niger, c'est les Germains et les Sorais, ce sont les mêmes peuples. D'ailleurs, quand on voit dans ces peuples, on voit tout. J'ai dit au premier burkinabé, est-ce qu'ils savent que le mot Burkina, là, c'est Sorais? Ça veut dire Burkini, c'est l'homme intègre. J'ai été au Niger, j'ai été à Agadez. La plus grande mosquée à Agadez a été construite en 1500 par un roi malien, Askia Mohamed. Le minaret était le plus grand dans le monde dans cette période. Et là-bas, le chef traditionnel, c'est un noir. Il est plus noir que les charbons, plus noir que moi. Pourtant, on dit que c'est une ville Touareg. Les Touaregs, les Arabes, les Tamasheks, ils vivent en harmonie. Les peuples de l'AE, c'est le hasard heureux de l'histoire qui a fait qu'on est ensemble aujourd'hui. Je suis certain que si on construit pas à pas, sans précipitation, sans céder à l'enthousiasme inutile des confédérations, peut-être un jour, on va aller vers une fédération. De fédération, un jour, peut-être il y aura même un seul pays. Mais faisons par étapes. Chacun résout sa mission historique. Ceux qui viendront après nous vont apprécier. On va aller jusqu'à la monnaie. La monnaie, j'ai dit à tout le monde, j'ai été interrogé dès le début, depuis 2021. J'ai dit, le président nous dit quelque chose que je répète, c'est une bonne leçon. Parce que moi, déjà fois que je cause avec les militaires et d'autres personnels, j'essaie de tirer les leçons de ce qu'il dit. Il nous dit, Beki Jo Ijoyorala. Nous avons des spécialistes de la monnaie, des richesses dont regorge le pays, de l'or. Ils sont en train de réfléchir sur cette question. Le jour où ils vont déposer leur rapport, on va trancher. Mais avant eux, juste parce qu'on est politique, dire on va faire ça, ce n'est pas une bonne démarche.
Vous savez la sortie de la CEDEAO. Moi, j'ai reçu les gens en 2021, j'ai la vidéo encore, où tout le monde disait de sortir de la CEDEAO. Je leur ai dit que chaque chose en son temps. Quand on est sorti de la CEDEAO l'autre jour, il y en a qui ont sorti ces vidéos-là, comme pour montrer qu'ils avaient déjà prévu. Mais en réalité, nous avons décidé d'aller par étapes. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui, je vous assure, c'est ce qui est nécessaire pour aujourd'hui. Imaginez-vous, pour la communication, par exemple, c'est très important. L'autre jour, il a été choisi que le Mali soit le chef de file de la communication. Même le logo sur lequel on va travailler, les Maliens ont fini leur travail. On a envoyé à nos partenaires pour voir, pour que tout ce que nous faisons, ceux qui viennent après nous, n'auront juste qu'à prendre et continuer. Et non pas casser tout et reprendre. Voilà là où on en est, madame. Ce problème des passeports, monsieur le Premier ministre, pour les Maliens et la diaspora, et le problème de visa pour nos binationaux, des Maliens qui, pour venir au Mali, ont certainement rencontré quelques difficultés, une question qui fâche un peu. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau aujourd'hui? Vous savez, les questions de passeport, je pense qu'il y a eu un problème de communication en réalité pour le début. Il y a eu beaucoup plus d'incompréhension que de problèmes de fond. Je vous donne un exemple. Prenons un Malien qui vit en France. Il décide de venir au Mali, mais il laisse son passeport malien, il vient avec le passeport français. Ça veut dire que lui, il pense qu'on parle le passé. Il pense que quand il vient au Mali, dès que les policiers voient le passeport français, il va faire comme ça, il va dire de passer. Mais venez avec votre passeport malien. On ne peut pas vous renvoyer avec ça. Ce que j'ai dit aux Maliens, à nos amis, il faut s'informer auprès des ambassades. Vous imaginez, rien ne peut être fait pour gêner les Maliens. Parce que cette transition, je voudrais profiter pour rendre un hommage spécial à la diaspora malienne. Gêner la diaspora, c'est comme nous faire harakiri. Donc je demande à ces Maliens, leurs organisations, à nos ambassades, de traiter tout de façon intelligente avec les services diplomatiques maliens, auxquels il y aura un hommage mérité. Parce que nous disons toujours, le président le rappelle, le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Le peuple, c'est tout le monde. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, chaque fois qu'il y a des événements, tous les ministres viennent. Il y en a qui pensent que les ministres de la culture, là, on dit quand l'homme a tout perdu, ce qui lui reste, c'est sa culture. Donc il n'y a pas de petit ministère. Seulement il y a des ministères en tête, on parle. Et quand on a fait l'architecture gouvernementale, je vous assure que ce que nous avons donné, c'est ce qui a été respecté. Et on a fait suivant les demandes du peuple, la défense, la justice, les réformes. Tout le reste vient après. Alors, monsieur le Premier ministre, je vous propose qu'on boucle sur ce chapitre. Je vais juste vous poser une question subsidiaire à celle que Ousmane Mohamed avait posée, qui n'a pas été répondue à mon avis. Répondez-nous en 30 secondes et on va continuer. Les documents, passeport et autres, CEDEAO, qu'est-ce qu'ils deviennent? Documents, passeport, CEDEAO, je pense que c'est une écriture seulement. Moi, dans mon passeport, il n'y a pas CEDEAO, parce qu'à notre temps, on a pris, il n'y avait pas encore le mot CEDEAO. C'était le temps de la lune de miel. On ne savait pas qu'en réalité, il y a des pays qui sont infiltrés là-dedans pour utiliser la CEDEAO pour faire ce qu'ils veulent. Nous avons terminé avec cette histoire de CEDEAO. Allah Kahinala. Il y a une certaine inquiétude. Le fait que certains pays très zélés qui sont contre le Mali, toute la perspective que le Mali est en train d'entreprendre, est-ce que ces pays ne vont pas alourdir la bonne circulation des Maliens dans d'autres pays? Quelles mesures vous allez prendre? Quel est le plan B, C que vous avez déjà? Vous savez, le gouvernement a mis sur place, dès le 28, un comité interministériel pour regarder toutes ces questions, proposer des solutions au gouvernement. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que globalement, le Mali tire plus davantage de reprendre son autonomie de décision que de rester sous une tutelle qui va nous amener je ne sais où. La deuxième chose, j'ai mis en garde plusieurs fois. Vous pouvez scruter dans l'histoire tous les pays, tous les dirigeants extérieurs ou maliens qui ont travaillé contre les intérêts supérieurs du peuple malien. Ça s'est retourné contre eux à la fin. Et c'est pourquoi j'ai mis tout le monde en garde. Laissez-nous en paix. Nous ne voulons nous mêler des problèmes de personne.
mais que personne ne se trompe sur la qualité des personnes qui dirigent le Mali. J'avais déjà dit à quelqu'un, quand je retournais de New York, qu'il ne faut pas se tromper d'époque. Le colonialisme est terminé. Quand l'Algérie a envoyé son représentant ici, on a convenu que le colonialisme, nous allons l'enterrer en Afrique, exactement comme l'homme est né en Afrique. L'Afrique, le berceau de l'humanité, l'Afrique, le tombeau du colonialisme. Deuxièmement, je l'ai dit de ne pas se tromper de pays. Les colonisateurs ont mis 38 ans pour combattre notre pays. Du 22 septembre 1878 au 16 mai 1916, le premier c'était à Saboussiré et le dernier à Ndrambokan. 38 ans. Alors que certains pays, c'est en 6 mois qu'ils les ont colonisés. Et enfin, ne pas se tromper de dirigeants. Nous aussi, je ne veux pas parler de moi-même, en tout cas ceux qui nous suivent savent très bien. Toute notre équipe est dédiée au Mali. Donc ne pas se tromper d'époque, de pays, de dirigeants. Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous à ceux qui pensent que le Mali reste un pays isolé? Bon, c'est lui-même qui est isolé en réalité. Ou en tout cas, il a un esprit isolé. Parce que si vous voyez le nombre de manifestations culturelles qu'il y a au Mali, si vous voyez comment le nom du Mali est la une dans la presse internationale, si vous voyez que les grands spécialistes, les services secrets, tout le monde parle du Mali, souvent ils sortent d'ailleurs, ils n'ont même pas de mesures, parce que moi j'ai regardé certaines analyses des services secrets qui disent clairement que cette histoire du Mali, du Niger ou du Burkina, on ne peut plus le résoudre par les armes. Passons par des voies beaucoup plus soft, en éliminant des personnes, des guerres clandestines, des guerres économiques souterraines. Si lui-même il arrive à la conclusion que ce qu'ils ont utilisé depuis des siècles ne marche plus, il croit que nous on dort, mais il n'a qu'à s'asseoir. Il verra que nous on ne dort pas. On ne dort pas, on ne dormira plus. Ça ne sera plus comme à Berlin où ils nous ont dit qu'ils vont venir pour nous aider, ils sont venus nous coloniser. Après, ils sont venus dire qu'on veut l'indépendance, ils ont donné une indépendance biaisée. Après, ils sont venus dire que les indépendants, là, ils sont mauvais, on va à la démocratie. Et de la démocratie, ils sont venus au terrorisme. Maintenant, nous étudions tout. Personne ne va nous prendre de vitesse. Alors, nous passons au troisième chapitre de cette émission, le troisième D, le développement. Il s'agit de favoriser donc le développement économique et social. Des actions majeures de développement ont été posées avec une vision que vous avez, Monsieur le Premier ministre, souvent déclinée dans certaines de vos interventions. Hein. Nous allons suivre un extrait de tout cela et nous allons revenir sur ce plateau pour continuer le débat. La souveraineté retrouvée ainsi que la défense de l'indépendance de notre pays se traduisent au niveau du gouvernement par un investissement plus accru dans les actions de développement afin d'améliorer continuellement les conditions de vie de nos concitoyens, en somme, leur bien-être physique, économique, social, notamment dans les zones habituellement occupées par les forces internationales. Dans cette perspective, nos efforts se concentreront davantage sur la politique des 3D, à savoir la défense, la diplomatie et le développement, triptyque si cher au président de la transition. C'est conformément à ces principes directeurs de l'action publique, l'accent sera mis, entre autres, sur la politique que nous avons définie. Nous avons appelé les 3D, en répétition au président, à savoir défendre notre pays pour que nous ayons un pays en main. Une fois qu'on a un pays en main, il faut bien sûr, ou parallèlement, parce que ces 3D ne s'arrêtent pas, qu'on finisse l'un pour commencer l'autre, mais il se suit à chaque étape, la priorité est mise sur quelque chose. Nous avons notre diplomatie qui accompagne tout ce qui se fait en matière de défense et de développement. Et bien sûr, le développement sans lequel la population ne donne aucun sens à toute politique. Ces principes sont très chers au président de la transition et à nous-mêmes. Il faut faire en sorte qu'on fasse tout sur le plan du développement économique et social. Le patriotisme, le discours patriotique et nationaliste, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur la durée, c'est l'économie qui tient. Après Ségou, le Premier ministre se rend à Gao, la cité légendaire des Askia. La population réserve un accueil historique au fils du terroir. Shogel Kokalam Maïga
Accompagné d'une forte délégation comprenant plusieurs ministres, il a accompli en 2 jours et au pas de charge d'intenses activités. Les populations de la commune de Sonia-Libert, au nom des populations de Berra et à mon nom propre, vous souhaitez la chaleureuse bienvenue sur la terre malienne de Berra. Village séculaire, terre de culture, de cohésion, de vivre ensemble et de fraternité légendaire. En plus de la sécurité physique des populations contre les groupes terroristes armés, la sécurité alimentaire est la priorité. Le gouvernement crée les conditions pour que les populations puissent vivre chez elles du fruit de leur travail, comme le cas d'un périmètre irrigué. Et surtout, vous dites que ça a commencé avec la rectification de la transition, réalisée sous la rectification, et les premiers fruits sont exploitables sous la transition. Ça ne peut que nous enorgueillir. La communauté Mopti, le 6 juin 2023, stade Barema Bokoum, ouverture de la biennale artistique et culturelle. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, est au rendez-vous. 16 juin 2023, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont encore présents à Mopti pour prendre part à la clôture de la biennale artistique et culturelle de Mopti. Voilà donc le chapitre développement. Nous y sommes et nous entamons le débat avec une question de Sira. Bien sûr, il y a plusieurs secteurs de développement. On va s'intéresser à l'agriculture, au secteur agricole qui est vital quand même, qui contribue beaucoup à l'économie malienne. Quelles sont les actions majeures, Monsieur le Premier ministre, de votre gouvernement par rapport à la question de l'agriculture? Le développement, c'est un tout, comme vous l'avez dit. Et je dis, quel que soit le pouvoir, quelle que soit la façon par laquelle des hommes et des femmes accèdent au pouvoir, par les urnes, par la force, par l'aide extérieure. Si l'extérieur souvent installe des pouvoirs, pour légitimer un pouvoir, il a besoin de la sécurité, de sécuriser physiquement ses citoyens. Après les avoir sécurisés physiquement, ils ont besoin de la sécurité alimentaire. C'est ce dont vous venez de parler. Quand quelqu'un est sécurisé, il veut manger. Quand il est sécurisé alimentairement, il faut qu'il soit sécurisé sur le plan sanitaire. Ensuite, sur le plan éducatif et tous les autres aspects de la vie. Tout pouvoir qui ne peut pas assurer ce type de sécurité aux citoyens, il ne peut pas être légitime. Nous avons très vite compris cela. Et c'est pour cela que le président, depuis le 7 juin 2021, alors que nous avions en mire la prise de Kidal, il ne cesse de nous rappeler que le centre de gravité du pouvoir de la transition doit être le peuple. Vous savez, notre population ne demande pas trop de choses. Si elle est en sécurité, elle a à manger. Le reste, elle peut le faire doucement. Mais quand on lui prive de tout, c'est là qu'on se rend compte. Et qu'est-ce que nous avons fait depuis? D'abord, les ministres, on ne peut pas les citer tous, mais chaque ministre fait avancer un secteur éminemment stratégique dans la vie du pays. Les questions économiques sont majeures chez nous. Nous avons regardé d'abord quels étaient les grands soucis des Maliens avant le changement de régime. Tout Ségou, chaque fois que le Premier ministre est de passage, pas de la Comatex, tout Ségou vit de la Comatex. Le président en a fait une affaire personnelle. L'IMPP, c'est le fleuron de l'industrie au Mali. Les autres chefs d'État, quand ils viennent au Mali, c'est là-bas qu'on va leur montrer, c'était mort. Le président en a fait une affaire personnelle.
Les chemins de fer, qui dit chemin de fer dit Caille, dit tout l'ouest du Mali. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes, parce qu'ils disent qu'ils sont élus, les 50 mètres d'astreinte qu'il y a dans les rails, ils ont ramené à 10 mètres pour vendre les 40. Maintenant, les 10 mètres ne suffisent pas. Il y en a qui ont construit sur les rails. Donc, dans leur idée, et dans l'idée des Balabala, il n'y aura plus de rails au Mali. Le président a pris le dossier en main personnellement. Et le train roule. Maintenant, le reste, je ne rentre pas dans les détails, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes. Les questions agricoles. Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture n'est pas là, il est sur le terrain. Parce que plus que tout autre ministère, la présence physique est en permanence sur le terrain pour regarder ce qui se passe, fait partie des éléments de sécurisation du pays. Parce que les terroristes, vous voyez leur technique, quand on a déplacé l'insécurité dans leur sanctuaire, ils se sont dispersés pour aller dans les villages, pour empêcher les gens de cultiver, pour qu'il y ait la faim. Donc nous sommes très conscients de la nécessité de développer les secteurs économiques, sociaux, culturels, de loisirs, pour que les Maliens se sentent bien chez eux. Donc, madame, l'agriculture est au centre de nos activités et tous les ministres y contribuent comme il faut. Vous savez, l'environnement, les gens ne voient pas l'agriculture derrière, mais c'est la même chose dans une certaine mesure. Mais pour l'essentiel, tout est urgent dans notre pays aujourd'hui. La stabilité sociale, Monsieur le Premier ministre, le pacte, il a été signé, mais qu'est-ce qu'il faut attendre aujourd'hui sur ce terrain? Il fallait ce pacte de stabilité sociale et économique pour que nos armées puissent se battre. J'étais convaincu que tant que l'armée n'est pas dans les conditions minimales, le Mali ne pourra jamais faire ce qu'il peut. Et je voudrais ici saluer, après le président, qui l'a fait plusieurs fois, les Maliens pour leur résilience. Ils ont tout accepté. Et moi, je suis convaincu que dans les semaines à venir, je ne sais pas quand, tous ces embargos, les kirikara qu'on a mis pour nous enchaîner là, ceux qui les ont mis vont les défaire eux-mêmes. Parce que, comme je vous dis, j'ai entendu les maîtres, ils disent que vraiment la force militaire et ces sanctions ne servent plus. Il faut qu'ils passent à d'autres choses. Mais nous, on va rester vigilants. Alors, Monsieur le Premier ministre, l'État vient d'organiser les États généraux de l'éducation. Quelles ont été les conclusions de ces États généraux et qu'est-ce que vous ferez de ces conclusions? Vous savez, l'école est l'avenir du pays. Quand vous voulez construire, quand les militaires gagnent la bataille, les populations sont nourries, il faut regarder l'avenir. Nous avions l'une des meilleures écoles de la sous-région. Ce qui est advenu, vous le savez tous. Aujourd'hui, il s'agit de réformer l'école pour rendre l'école aux élèves et aux enseignants. Vous savez que moi, j'ai vu des élèves qui étaient en 3e année. Ils sont venus dans une école malienne, ils ont trouvé l'instabilité, ils ont décidé de s'installer. Le directeur et l'école et les professeurs de l'école ont décidé que l'élève va en 3e année. Est-ce que vous savez, c'est des étudiants qui se sont levés pour venir dire non, il faut le mettre en 1re année. C'est leur avis qui a prévalu. On trouve dans des campus d'étudiants, des coupes-coupes, des fusils, parce que l'école est devenue une source de pouvoir, une source de revenus. Le ministre de l'Éducation est déterminé à mettre de l'ordre pour que l'école revienne aux élèves, aux enseignants et aux Maliens. Donc des grandes réformes sont en cours. Vous avez parlé effectivement des États généraux de l'enseignement. Il y a eu les États généraux des Maliens de l'extérieur, les États généraux de l'immigration, les États généraux de la jeunesse. Le président vient de donner une instruction d'ailleurs pour dire que tous les États généraux, qu'on remette leurs recommandations au comité de suivi de la mise en œuvre des résolutions des assises nationales.
Parce que vous savez, contrairement à d'autres fois, les Maliens ont fait les grands forats et puis on rentre chez eux. Cette fois-ci, ce n'est pas ça. On a dénombré 517 recommandations sorties des assises pour qu'à la fin de la transition, le président Assimi Goïta puisse dire aux Maliens, quand je venais, voici ce que vous avez demandé. Voici ce que j'ai pu faire. Voici ce qu'il faut transmettre à la génération des dirigeants qui viennent. Et cette équipe aussi, elle regarde le gouvernement. Donc le ministre de la Refondation, tous les mois, fait le point avec cette équipe. Tous les ministres sont passés à l'examen comme les élèves. Lorsque nous finissons, c'est transmis au président. Et donc, c'est pour rassurer les Maliens. Dans le temps, on fait les grandes résolutions, on les met dans les tiroirs et c'est terminé. Donc tous les états généraux aujourd'hui, leurs conclusions vont être transmises au comité de suivi de l'application des résolutions des assises nationales, madame. Pour vous dire qu'il y a non seulement l'éducation, il y a la jeunesse, il y a l'immigration, il y a tous les états généraux. Monsieur le Premier ministre, on a vu des images tout à l'heure de cette biennale artistique et culturelle qui s'est déroulée à Mopti. C'était un moment fort de la vie de la nation. Il y a eu des annonces par le président de la transition de réhabilitation, de construction d'infrastructures sportives, côté culture et côté sport. Alors, qu'est-ce qui est fait pour le Mali aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut attendre? Vous savez, pour le sport d'abord, tous les stades régionaux qui sont tombés en désuétude, le ministre des Sports est en train de les réhabiliter. Parce que la jeunesse a besoin de se recréer, de s'épanouir, d'avoir de nouveaux horizons. Tombouctou n'a jamais eu de grand stade. Le ministre de la Jeunesse vient de poser la première pierre, la reconstruction du stade de Tombouctou. Je dis ça pourquoi? Parce que Tombouctou va habiter la prochaine biennale, sur décision du président de la transition. Mais avant, c'est Mopti qui a tenu la biennale. Et je voudrais ici rendre un hommage mérité à la population de Mopti, aux autorités politiques et administratives de Mopti, et à tous les Maliens qui ont cru à cette biennale. En 3 mois, Mopti a organisé ce que le Mali prépare en 3 ans, alors que le centre était l'épicentre de l'insécurité. Nos amis de l'étranger, certains nous ont dit, c'est trop risqué, il ne faut pas le faire. L'équipe actuelle, c'est une équipe de défi. Pendant que nous avons l'œil rivé sur Kidal, parce que beaucoup ne savent pas que depuis 2021, l'œil là est sur Kidalo. De Bankoufeo. C'était en train de nous parler d'élections ici. Mopti a réalisé ce à quoi peu de personnes croyaient. L'une des meilleures biennales dans l'histoire du Mali, en 3 mois. Et pendant des mois, l'ORTN nous a fait plaisir de nous sortir régulièrement les biennales par chaque région. Vous savez, l'importance de ces choses, souvent vous-même, vous ne les sentez pas, vous les faites comme ça. Mais vous ne savez pas que quand quelqu'un du Kasso ou voit les gens de Kidal, il voit leur culture, il passe le temps à regarder à la télé, il a le sentiment que ce sont ses frères. Quand des gens de Menaka, de Taoudeni, regardent ce qui se passe à Sikasso et autres, le sentiment d'appartenance à une même nation. Ça, c'est une forme de guerre aussi que nous ne voyons pas. Donc, le ministre de la Culture, comme je l'ai dit, ça fait rire. Il n'est pas dans les Tulongé. Lui aussi, il est dans sa guerre. La guerre de la construction de la cohésion nationale. Et donc, je voudrais finir ici par saluer encore Mopti et dire à Tombouctou, le prochain défi, c'est vous. Je voudrais profiter de l'occasion pour les saluer. Saluer les populations de Rarousse, de Gao, parce que imaginez-vous, le jour où on a fait exploser le camp de Gao, où certains pensaient à la panique. C'est dans une mosquée que l'imam haranguait les foules pour dire aux terroristes que 2023 n'est pas 2013, qu'ils les attendent des pieds fermes,
ne sachaient même pas ce qui va se passer dans le camp. Mais nous, on savait ce qui se passait. Mais le fait qu'on n'a pas pu déstabiliser la population pour la retourner contre le gouvernement, ça c'est aussi votre guerre. Notre peuple doit être félicité ici, et tout le monde. Je vous propose là-dessus qu'on passe au dernier chapitre de l'émission, le chapitre des réformes avec l'adoption par exemple de la nouvelle constitution. C'était une réforme majeure dans un vaste chantier et vous vous êtes personnellement investi pour que cela soit. Donc on va regarder quelques séquences d'images et déclarations et nous allons revenir sur ce plateau pour poursuivre le débat. Pour la réussite des réformes institutionnelles et politiques, dont la plus importante reste le référendum constitutionnel. Il est là au CICB le 15 mai 2023 pour le lancement de la vulgarisation du contenu du projet de la nouvelle constitution. Il est encore présent le 31 mai 2023 pour présider la clôture de la vulgarisation. C'est un immense bonheur pour moi, mesdames et messieurs, de constater que les actions programmées ont été des moments d'affirmation, voire de réaffirmation de la volonté de refondation exprimée par le peuple malien lors des assises nationales de la refondation, les ANR. Cet exercice d'échange avec les forces sociales et politiques de notre pays, instruit par le chef de l'État, président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été magistral grâce à l'engagement et la détermination de tous et de chacun pour soutenir le projet de refondation. Le Premier ministre a abattu un travail titanesque en amont pour arriver au vote du projet de constitution. Pendant toutes ses missions, il ne rate aucune occasion pour expliquer le bien fondé du projet de constitution. Le Premier ministre a rencontré plusieurs mouvements, associations, corporations, élus, personnalités influentes pour expliquer la nécessité de voter la nouvelle constitution soumise par le président de la transition, chef de l'État. Pendant la campagne référendaire, Dr Shogel Kokala Maïga a profité de la tribune du 3e anniversaire du M5-RFP au CICB le 5 juin 2023 pour galvaniser tous les Maliens en faveur du projet de la nouvelle constitution. Lors de la journée nationale des communes, il a saisi l'occasion pour expliquer à tous les Maliens présents la nécessité et l'importance du projet pour la suite de la refondation du Mali. Le Premier ministre, tenace et courageux, ne reculant devant aucune contrainte physique pour accomplir sa mission assignée par le président de la transition, tenez, le mercredi 7 juin 2023, il était aux côtés du président de la transition pour la pose de la première pierre du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali. Dans l'après-midi, il reçoit à la primature successivement les influenceurs, une délégation de religieux engagés pour le projet de constitution, la délégation du Salon des médias comprenant des journalistes africains. En route pour représenter le président de la transition à la fête du Sankemo, l'infatigable Premier ministre fait escale au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ pour présider l'ouverture du Salon des médias. C'est tard dans la nuit du mercredi 7 juin que le Premier ministre arrive à Ségou pour continuer le lendemain, jeudi 8 juin, à 6h30 sur la ville de San, où il présidera la cérémonie du Sankemo jusqu'à 13h. Je vais me retirer tout de suite parce qu'à Bamako, à 16h, nous allons lancer la campagne du 8 avec tous les membres du gouvernement. Donc, aïe doit ou kaye. Quand faut y faire et référendum NATO le 18 juin 2023. Sankau Kaira, ko ulu fait, comment flatter. Mario engagement dit, gouverneur y a dit, il faut faire le plébiscite. Donc quand gagner durant des plébiscite au Corée fait bas de Kangafo, Kanafo 52%, 53% de Ambo donc mais il faut plébiscite. Plébiscite au Corée a besoin de 100% là. Mbado Sankao Benake. Sans repos, le 8 juin 2023, il reprend la route de Bamako pour prendre part au rassemblement du 8 au stade du 26 mars vers 16h45. Ce sacrifice pour le Mali, il fallait le faire quand on s'appelle Shogel Kokala Maïga. Rassemblement du 16 juin 2023, stade du 26 mars. Après le rassemblement du 8 juin, le Premier ministre a rappelé tous les Maliens
acquis au changement, notamment le M5 RFP et les forces du changement pour la refondation à se mobiliser massivement. Le 18 juin, jour du vote, il accomplit son devoir citoyen à l'Institut Sacré-Cœur. Monsieur le Premier ministre, pour la nouvelle Constitution, vous avez demandé un plébiscite, vous l'avez certainement eu, la Constitution est adoptée, elle est même promulguée. Est-ce que vous considérez cela comme un défi relevé et qu'en est-il de son application pleine et entière, cette nouvelle Constitution? Le défi est plus que relevé. Quand le président a accepté que nous tenions les assises, le défi c'est de rester conforme à sa vision, c'est-à-dire des assises dans lesquelles tous les Maliens se reconnaissent, qui prennent en compte les préoccupations de tous les Maliens. Et jamais dans l'histoire du Mali, on a organisé de bas en haut un regroupement aussi représentatif. Je voudrais ici rendre un hommage mérité à notre triumvirat, les trois ministres, le ministre d'État, le ministre de la Refondation et Madame le ministre chargé des réformes avec les institutions. Au ministre de la Refondation, de façon particulière, je voudrais le remercier, plus de ses camarades. Vous savez, c'est la première fois. On avait des perdièmes de 2,4 milliards, je crois, à payer. Lui et un cadre que j'avais proposé pour être à côté de lui, ils ont eu le courage de s'arrêter et dire aux Maliens que le pays n'a pas d'argent. On ne peut donc pas payer des perdièmes. Donc l'État a économisé 2,4 milliards. Grâce à leur courage. Au début, les gens m'ont dit, ah non, on va décourager les gens. J'ai dit, ça, c'est les pouvoirs qui cherchent à plaire aux gens. Nous, on cherche à faire ce qu'il faut faire. Les Maliens ont besoin juste de comprendre. Ce que les Maliens n'aiment pas, c'est de les prendre pour des nigauds. Les tromper parce qu'ils vont savoir et à partir du moment, la confiance est partie. La confiance, comme je dis, c'est comme un verre. Quand ça se casse une fois, on ne peut plus la reconstituer, sauf si vous passez de nouvelles. Donc, parmi les revendications qui ont été portées en son temps par les manifestations du Mali, à l'intérieur du Mali, et qui ont été décidées d'être implémentées par le gouvernement de transition sous la haute direction du président de la transition, il y a les réformes. Je rappelle que tous ces mouvements sont partis de la contestation des élections. Et donc, il fallait faire en sorte que plus jamais le peuple n'arrive à contester les élections en disant simplement parce que le pouvoir les a volées. Il y aura toujours des contestations, mais que les contestations n'aboutissent pas à la déstabilisation du régime. Nous avons aussi en mémoire que la même CEDEAO dont vous avez parlé avait fait un rapport en 2018, après les élections, pour dire de ne plus organiser au Mali quelque élection que ce soit sans avoir fait des réformes politiques et institutionnelles. Ça n'a pas été fait. Donc, au sortir des élections, naturellement, tout le monde s'y est mis. Et l'une des grandes réformes, en plus de l'institution de l'organe unique indépendant des élections, c'est la révision constitutionnelle, qui est une prérogative du chef de l'État. Et donc, nous nous sommes mis en rang serré autour de sa personne. Chaque ministre a joué sa partition. On a montré le Premier ministre parce que c'est lui qui parle maintenant. Mais en réalité, les ministres ont pris le pays d'assaut. Tous les ministres ont été dans toutes les régions. Le ministre de la Défense a mené une véritable opération de guerre. Tous les jours, c'est des avions qui transportaient des ministres dans des régions, souvent dans deux régions. Et nous avons réussi de façon magistrale cette demande du président. C'est en Conseil des ministres que le président nous a dit clairement, Monsieur le Premier ministre, la réussite du référendum, c'est votre affaire. Et les membres du gouvernement l'ont pris avec les deux mains. Nous l'avons réussi. Et la naissance de la 4e République, c'est le 22 juillet 2023. Depuis cette date, en réalité, si vous remarquez même dans le fonctionnement du gouvernement, moi je le sais,
On a commencé à appliquer cette constitution. Ensuite, dans tous les textes résultant de cette constitution, le président a mis une équipe spéciale avec certains ministres qui ont presque fini aussi leur travail. Parce que nous voulons aller au pas de charge, faire en sorte que, comme je l'ai dit à la fin de cette transition, on peut ne pas être d'accord avec l'équipe, mais on va se dire l'équipe là, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Le reste, ceux qui viendront, on va prendre la suite. De cette manière, on va rendre irréversible le processus de démocratisation. Et n'oubliez pas quelque chose qu'on a inscrit à l'article 34, je vous en ai parlé. Mais l'article 35 dit clairement que désormais aucun homme public ne peut se servir des pouvoirs qu'il détient pour détourner les fonds publics à son profit ou sa famille. Donc dans ces conditions, et beaucoup d'autres que je ne vais pas vous citer, nous avons été obligés d'implémenter en toute vitesse cette nouvelle constitution. Elle est en marche aujourd'hui, autant que faire se peut. Alors, ce qui n'est pas fait, on est en train d'élaborer les textes. Donc vous avez parlé de fin de transition, si là on va embrayer là-dessus. D'accord, oui. Nous sommes en 4e République, une nouvelle constitution, la refondation est en marche. Monsieur le Premier ministre, les Maliens se posent une question maintenant, à quand le nouveau chronogramme des élections et nous sommes à quel stade par rapport au processus électoral? Vous savez, concernant les élections, je vais vous surprendre en vous donnant la même réponse que j'ai donnée concernant l'énergie. Moi, j'étais récemment à l'hôpital, mais imaginez-vous que tous les jours, je regardais tout ce qui se passe au Mali. J'ai vu le président de la transition recevoir tout le gouvernement, avec en tête le ministre d'État et les vaillants ingénieurs maliens auxquels j'aurai un hommage mérité, qui ont restitué aux Maliens, comme nos militaires, notre dignité et notre respectabilité, en faisant les Malikoura biométrie. Maintenant qu'on a l'essentiel des cartes en main, les questions des élections, c'est une question subsidiaire. Le plus important, c'était Kidal. Ensuite, sécuriser nos populations. Aujourd'hui, vous avez vu les groupes terroristes en débandade, se sont éparpillés dans la sous-région, mais nous savons qu'on les transporte. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons introduit depuis 2022 une résolution, une demande de résolution aux Nations Unies. On est allé avec nos preuves, hein. Nous ne parlons pas comme ça, pour démontrer au monde entier qu'il y a des pays chargés du maintien de la sécurité internationale qui sont à la base du terrorisme. Ils sont en train d'attaquer les cibles molles, mais ils ne font rien à attendre. Je suis sûr que dans quelques années, ça va être un lointain souvenir. Maintenant, c'est à quoi nous devons nous convaincre pour les prochaines années, c'est de continuer à faire confiance en nous-mêmes. Je pense que la confiance nous a été retournée. Il ne faut plus jamais que nous perdions confiance. Monsieur le Premier ministre, c'est-à-dire que le chronogramme attendra la sécurisation? Non, non, ça ne va pas attendre. Je vous dis que l'essentiel du chronogramme, c'était quoi? Le pays aujourd'hui, d'une façon générale, est sécurisé. On peut faire des élections à Kidal aujourd'hui. Ce n'était pas aux assises où on nous a empêchés même de réunir les gens. Nous pouvons faire les élections partout, mais nous avions voulu avoir l'autonomie de toutes nos décisions. Le reste, je pense que dans des discussions techniques avec le président et d'autres acteurs majeurs de la transition, parce que la transition, je vous dis, ça ne se résume pas seulement à ce que nous voyons, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées. Parce qu'il ne sert à rien, j'ai dit aux uns aux autres, comme beaucoup le demandaient depuis 2021, de se précipiter faire des élections pour qu'il y ait un coup d'État dans les 6 mois. Moi, je suis convaincu que le président va prendre la bonne décision dans les temps à venir. Il faut reconnaître qu'il y a un assèchement politique dans notre pays, de la chose politique. Et en plus, si on serait dans des perspectives d'élections, pourrait-on faire les élections sans les politiques? On ne peut pas faire les élections sans les hommes politiques.
Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Pourquoi je vous dis de faire confiance à l'intelligence du président? Il y a ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Nous le connaissons très bien. Amadou Hampâté-Bâ a dit que le pouvoir, c'est comme l'alcool. Le premier verre, tout le monde sautille, vous êtes comme des cabris très contents. Et deuxième verre, vous êtes tellement courageux, brave, là, vous êtes comme un lion, tout le monde a peur de vous. Le troisième verre, vous cassez tout ce que vous avez fait, vous devenez comme un cochon. Ça, c'est Amadou Hampâté-Bâ qui a dit ça. Je l'ai dit ça aux amis du M5. Je suis à la tête du gouvernement. Je parle avec le président. Nous avons une claire idée du fait que l'usure du pouvoir, là, il ne faut pas l'attendre. Un moment va venir, les mêmes qui vous applaudissent, Ambessa ou Nofe, Nisayana a été machié de. Donc il faut travailler dans l'intérêt du peuple. Moi, je suis convaincu que les supputations qui consistent à dire, oui, ils reportent parce qu'ils ne veulent pas faire les élections. Mais on nous a dit la même chose en 2021. Parce qu'il y a des contentieux historiques avec eux qu'on traîne les pieds pour les élections. Bon, vous savez, ça, c'est ceux qui n'ont pas le sens de l'histoire. Moi, je regarde l'histoire sur 50, 100, 200, 300 ans. Nous avons une claire conscience de nos limites. Mais nous avons une claire conscience de notre mission historique. Il faut l'accomplir ou la trahir. Nous avons décidé de l'accomplir. Nous voulons qu'une fois des institutions installées au Mali, que personne ne pense à un coup d'État dans les 6 mois, dans le but de déstabiliser notre pays. Parce que les adversaires du Mali ont un objectif, c'est de multiplier l'installation des pouvoirs faibles qui vont chercher la légitimité ailleurs. Vous avez vu quand un président est élu ici, c'est pendant que la Cour constitutionnelle n'a pas déterminé ce qu'elle dit, c'est de l'extérieur qu'on envoie pour dire au président, on le remercie pour sa brillante élection. Bon, les journalistes sont obligés de faire passer, parce que si jamais ça ne passe pas, le directeur le lendemain, on va dire qu'il est contre le régime. Et les journalistes qui lisent aussi, s'ils ne lisent pas avec beaucoup d'emphase, là, ils vont dire, non, non, j'ai regardé ses yeux là, lui là, il a lu ça, il n'était pas content. Et puis il va avoir des problèmes. Mais après lui, les autres chefs vont pleuvoir, élection brillante, comme s'il y a une élection qui n'a pas été brillante. En réalité, tout ça, c'est fait pour nous intimider. Et nous ne voulons plus de ça. Alors, Monsieur le ministre, voilà, Premier ministre, les élections vont se faire. Je crois que le président va nous donner la date, qu'on va convenir avec lui, parce qu'il ne décide pas seul. Mais c'est lui le chef de l'équipe. On ne va rien faire sans convenir avec lui. On va donc conclure, si vous le permettez. Un mot de conclusion, en peut-être 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Maliens avant de quitter ce plateau? D'abord, je voulais dire aux Maliens d'avoir confiance en eux-mêmes, de prendre leur destin en main, d'avoir foi en l'avenir du Mali et de l'AES. Mais surtout, de continuer à soutenir de façon obstinée et sur la durée les forces armées et de sécurité du Mali. Je les appelle les Monebo-Déon. Il faut qu'on me trouve le mot là en soirée et puis même en dogon pour qu'on puisse leur dire. Moi, je sais qu'ils écoutent. Je ne le dis pas pour faire plaisir. Parce qu'en réalité, sans elles, nous n'avions plus d'espoir. Et enfin, vous dire à tout le monde que cette colonne vertébrale de la nation, il faut qu'on la préserve comme la prunelle de nos yeux. L'armée et l'école, aucun pouvoir politique ne doit plus jouer à les affaiblir. Parce que c'est aller à la disparition de notre État. Et nous ne voulons plus de cela. Pour le reste, si nous faisons ça, je vous assure que dans quelques années, le vieux de Nyoro me l'a dit, des gens vont chercher les visas pour venir au Mali, pourvu que notre équipe reste soudée. Parce que vous savez, dans l'histoire politique, je termine par ça, pour désagréger un système politique, ce n'est pas compliqué. Le sommet, on fait une fissure. Si on ne trouve pas, on désolidarise la base. Parce que dans la société, vous avez 3 composantes.
Vous avez la base, la grande majorité de la population, 95-98%. Vous avez l'élite dirigeante, peut-être 1%. L'élite opposée à celle-là, surtout qu'on a la démocratie, ça fait 1%. Ils se battent chacun pour le contrôle des 98%. Nous devons travailler en sorte et faire en sorte que, à tout moment, le centre de gravité du pouvoir de la transition soit du côté du peuple. Le jour où il n'en sera pas ainsi, nous tirerons les conclusions. Mais avant ça, je crois qu'on saura qu'il faut aller tout droit. Il ne faut pas clignoter à droite et virer à gauche comme certains l'ont fait. Nous, on n'est pas dans ça. C'est pour cela qu'on est une équipe. Nous avons une idée claire de notre mission historique qui doit être exécutée avant de passer la main au pouvoir d'après. On va dire merci beaucoup. Vivement ce jour où les gens chercheront des visas pour venir au Mali. Il est presque arrivé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Sira. Merci. Merci, Ousmane Mohamed. Nous disons donc également merci à l'ensemble des invités ici présents, particulièrement aux membres du gouvernement. Merci à l'équipe de coordination, aux équipes techniques, sans oublier les médias partenaires et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette journée d'information. C'était donc la journée d'information avec le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le cadre de la saison 2 de l'émission Malikoura Tassira. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur le RTM. Thank you.